Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Il paraît que ça se trouve aussi à l'étranger. Il paraît, mais pas au Qatar. C'est interdit. Ça marche pas la confiture au Qatar. Non, je pense que ça doit... Il y a de l'alcool. Non, il n'y a pas d'alcool. Non, je sais pas. J'avais envie... On n'a pas la Coupe du Monde avant d'appuyer sur REC et donc, comme on regarde pas, on sait pas. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Alors, aujourd'hui, on va aller en Angleterre. Tout à fait. Puisqu'on va parler de Cromwell. Mm-hmm. Et ensuite, on va partir en Pologne. Pour parler de la bataille de Croix-Gentil. D'accord. Et c'est moi qui commence donc en parlant de Cromwell. Ouais, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Olivier, selon. Olive Cromwell. Parce qu'on l'a un peu évoqué dans notre dernier épisode en date où tu nous parlais étêtage mécanique et souverain raccourci. C'est ça, pour sa grande humanité. Cromwell, oui. Bah oui, parce qu'entre autres, il est célèbre pour avoir provoqué la décollation de Charles Ier. Mais la décollation manuelle, artisanale. Artisanale, à la hache. Voilà. Parce que c'est pas l'épée. En Angleterre, c'est à la hache. Bon. Et personnellement, moi, j'ai un souvenir un peu vague, mais de mes cours de collège, je pense, où on nous a parlé de la première révolution anglaise. Oui. Et de la décapitation de Charles Ier, d'Olivier Cromwell, tout ça. Et je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce qu'on fait tout un plat de la révolution française et anglaise et américaine, mais pas de celle-là. Parce que finalement, Ouais, ils ont tout fait 100 ans avant nous, quoi. Oui, voilà. L'habeas corpus, Ouais, aussi, en plus. Et puis, ils ont buté leur roi, quoi. Mais c'était dans les Tudors, non? Alors, c'est pas un Tudor. Charles Ier, c'est un Stuart. Non, il n'y avait pas le début de Cromwell. Alors, c'est parce qu'il y a un autre Cromwell. D'accord. Parce que je me Thomas. souviens... voilà, je me souviens d'un Cromwell dans les Tudors. Ouais, bon... Et je me suis tout le temps posé la question, genre, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui Non. Parce qu'il y a ce Cromwell-là, dans les Tudors, il fait quand même exécuter des gens. Oui, puis il finit raccourci aussi. Ouais. Mais non, Thomas Cromwell, on va voir. C'est un ancêtre d'eux. Donc on pourrait penser que cette histoire de problème de révolution, là, c'est du pur chauvinisme, finalement, parce que tout ce que font les Anglais, c'est toujours un peu ridicule par rapport aux actes glorieux de la France. Voilà. De la France éternelle. De la France éternelle. Mais quand on met un peu les choses à plat, même dans la perfide Albion, en fait, en Angleterre, ils parlent pas de révolution à ce moment-là, ils parlent de guerre civile. Mm-hmm. Bon, ils acceptent qu'ils ont buté un roi, mais c'est pas le premier non plus, donc bon... Voilà. Oui, il y a le mec des rois maudits, Édouard... Il y a un Édouard, il y en a plusieurs qui se font assassiner, parce que Richard III aussi se fait assassiner. Il y a une Marie qui se fait raccourcir aussi. Marie Stuart. Ouais, je crois. Enfin bon, oui. Tuer des rois, ça leur arrive. Ouais, je pense qu'en France aussi, hein, ça a dû nous arriver. Henri IV, il se fait assassiner, par exemple. Oui. Mais bon, voilà, il y a quand même une question qui se pose. On pourrait se dire aussi que c'est lié à l'innovation technique dont tu nous as parlé, la guillotine, par rapport à la hache. Mais en fait, à part la roue, l'imprimerie et, évidemment, le robot mixeur, les inventions n'ont pas non plus bouleversé le monde. Non. Le nan aussi. Le cheese nan, oui. C'est Babour. C'est Babour, mais c'est une invention, disons que c'est pas très technique non plus. Et donc, en commençant ces recherches sur Cromwell, j'avais encore cette question en tête. Et je pense avoir trouvé un début d'explication grâce à la personnalité de Cromwell. Attachante, je crois, le terme est. Ouais, on peut dire, on peut dire ça. Bon, mais avant de rentrer dans les aventures d'Olivier... tu crois qu'il avait mis ça sur son profil Tinder, genre attachante? Je suis pas sûr parce que bon, il y a quand même très très puritain Cromwell. On va voir. Mais bon, commençons par planter un peu le décor. Donc on est en Angleterre au début du XVIIe siècle, hein, quand le petit Olivier fait ses premiers pas, parce qu'il est né en 1599, donc oui, voilà. Et à l'époque, le trône est occupé par Jacques VI et Ier d'Angleterre et d'Écosse, qui est le premier souverain de la dynastie Stuart. Puisque les Tudors se sont arrêtés avec Élisabeth I, qui a jamais eu d'enfant. Bon, du coup, c'est un peu le bordel, il y a un peu des problèmes de succession. Jacques, il récupère le trône en tant que descendant d'Henri VII, alors le premier Tudor, mais c'est pas vraiment un Tudor, parce qu'il est roi d'Écosse, en fait, avant d'être roi d'Angleterre. Et en fait, pour les Anglais, c'est un peu un étranger, quoi. Puisque c'est un Écossais. Oui, c'est un Écossais. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Et comme il y a d'autres prétendants au trône, c'est le bordel, quoi.
Mais c'est aussi le bordel religieusement, enfin même surtout religieusement, parce que en 1531, Henri VIII a envoyé chier le pape, en fait, pour pouvoir divorcer de sa première femme et en épouse une deuxième. Ça valait le coup, parce qu'il est resté longtemps avec la deuxième. Et puis, il l'a fait raccourcir aussi. Puis, pas très longtemps avec la troisième non plus. D'ailleurs, c'est en partie pour ça que Thomas Cromwell, l'ancêtre de Olivier, s'est fait raccourcir, lui aussi. Bon, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'en envoyant chier le pape, de fait, il crée l'église d'Angleterre, l'église anglicane. Sauf qu'au début, ils savent pas trop quoi en faire, quoi. Ils disent juste, on n'est plus catholique. Mais Henri VIII, il a... il a d'autres choses à foutre. Ouais. Il a des femmes à gérer. Voilà, même s'il est un peu versé en théologie, apparemment, ils s'en foutent un peu. Comme on est un peu au moment de la réforme et tout, il y a les protestants qui font peut-être, nous, on a des idées. Si vous voulez tout refaire du sol au plafond, on a des idées. Et donc, en fait, à la mort d'Henri VIII en 1547, l'église anglicane, elle est organisée un peu, mais vite fait. C'est le successeur d'Henri VIII, c'est sa fille Marie, qui, alors déjà, est mariée avec le roi d'Espagne, Philippe II, très catholique, tout ça. Et puis Marie, en fait, on finit par l'appeler Bloody Mary, parce que les protestants l'aiment pas trop. Donc elle les crame pas mal. Enfin, ou elle les fait saigner, quoi. En tout cas, c'est encore un petit peu le foutoir. Bon, cela dit, c'est un peu partout, hein. La Saint-Barthélemy, c'est en 1572, c'est au même moment, quoi. Oui. Donc bon, on bute beaucoup de protestants à l'époque. Et du coup, on se flagelle après. Et du coup, voilà, on se flagelle. Et puis finalement, non, tu vois, elle meurt d'une mauvaise grippe. Donc c'est pas celle-là qui a été décapitée, mais il y a une Marie qui a été décapitée. C'est donc Élisabeth I qui monte sur le trône. Mm-hmm. La bête, pour le coup, elle est hyper protestante, donc elle fait de l'église anglicane une église protestante. Mais à qui il reste un clergé. Jacques, donc 6 et 1, il a été baptisé catholique à sa naissance. Mais comme Londres vaut bien une messe aussi, il n'y a pas que Paris. Voilà. Si on lui dit que pour être roi, il faut être protestant, il dit ouais, ok. Finalement, c'est pas très grave. Mais voilà, ça fait que l'église anglicane n'est toujours pas hyper bien stable sur ses appuis et que les catholiques anglais, parce qu'il en reste, forcément, sont un peu échauffés, quoi. C'est à cette époque-là qu'on a, par exemple, la conspiration des poudres avec Guy Fawkes, qui manque de faire sauter le Parlement. Parce que Guy Fawkes, dans V pour Vendetta, on le fait passer pour un révolutionnaire de ouf et tout. En fait, non, c'est un catho qui veut faire péter des protestants. Écoute, il faut passer le premier voile et aller au fond, séparer l'homme du catholique. C'est ça. Il s'est bien fait séparer le corps de la tête aussi, Guy Fawkes. Il n'est pas tout seul, c'est une conspiration, ils sont beaucoup, il y a des nobles et tout. Enfin bon. Pour ceux qui ne voient pas, Guy Fawkes, pensez à Anonymous. Oui, aussi. Voilà. C'est le masque dans V pour Vendetta, là, qui est repris et tout. Bon, après, forcément, après la conspiration des poudres, il vaut mieux pas être catholique en Angleterre. T'as une petite tendance à te faire tabasser pour rien. Ce qui calme les choses, généralement. Oui, quand tout le monde recommence à être d'accord et que t'as un ordre très violent. Bon. Voilà, j'ai vraiment trouvé bien. Et donc, dans l'église anglicane, on se met à se séparer le plus possible de l'église catholique et donc à enlever un petit peu des rites catholiques. Et les protestants regagnent du poil de la bête. Et donc, c'est dans cette ambiance sympathique et calme et apaisée. Apaisée, voilà, tout à fait. Bienveillante, que Olivier Cromwell naît. Olivier Cromwell, de son vrai nom, Olivier Williams. D'accord. Parce qu'en fait, l'arrière-arrière-grand-père d'Olivier, Morgan ap Williams, qu'en fait, il est gallois. D'accord. Il peut, hein. Ça arrive à des gens bien. Bon, il est brasseur aussi. Voilà. Mais ce type-là... Il n'y a pas de corrélation. Non. Ce type-là a épousé au début du XVIe siècle Catherine Cromwell, sœur de Thomas Cromwell, lui-même premier ministre, ministre en chef d'Henri VIII. Finalement, si tu as le choix entre brasseur descendant de brasseur et descendant de premier ministre... Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est même plus. C'est le premier, tu vois, Morgan William, parce qu'il est un peu woke et tout, il décide de prendre le nom de sa femme. D'accord. Et d'ailleurs, tous ses descendants, après, prendront aussi le nom de leur aïeul. D'accord. Effectivement. Alors, peut-être que c'est un rapport avec le fait qu'être descendant de ministre, c'est mieux que descendant de brasseur. Moi, je préfère penser qu'ils sont un peu woke. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un mouvement de libération. C'est ça. Ils sont féministes, en fait, dans l'âme. Ouais. Tu vois. Olivier, donc, naît dans une relative aisance, parce que Thomas Cromwell, il a fait croquer quand même, quand il était ministre, sa famille. Et donc, la famille d'Olivier fait partie de la gentry.
Alors la gentry, en gros, c'est des gens qui possèdent des terres et les louent à des paysans. Des rentiers, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu là où j'allais en venir, c'est que du coup, ils ne bossent pas. Et en Angleterre, on appelle ça des gentlemen. Mais ils sont pas nobles. Oui, tu vois. ils ont pas de titre. Non. Alors certains, mais bon, là, en l'occurrence, les Cromwell, non. Bon, après, on n'a pas beaucoup d'infos sur les 40 premières années de la vie de Oliver Cromwell. On sait pas grand-chose. On sait qu'il a étudié à Cambridge, mais qu'il n'a pas eu son diplôme parce que son père est mort. Parce qu'il était bourré. Non, son père est mort, du coup, il est rentré s'occuper de sa mère. S'occuper de sa rente, en fait. On suppose qu'il a étudié le droit à Londres parce que son père, son oncle, son grand-père et son fils ont tous étudié dans la même école, donc on se dit, bah, lui aussi, logiquement. Mais il n'est pas dans les archives. Alors, bon, peut-être qu'il a été enlevé des archives, ça arrive. On sait qu'il s'est marié en 1620 et qu'il a eu 9 enfants entre 1620 et 1638. D'accord. Prolifique. Et il n'y en a qu'un seul qui est mort. Enfin, sa femme a eu 9 enfants. Oui. Non, bah, les mocs, il fait pas grand-chose, donc... Oui. Bah, gérer ses rentes, ça laisse du temps libre. Voilà, et puis, encore une fois, pas Netflix. Oui, il n'y a pas la télé à l'époque, donc moi. Et il y en a qu'un seul qui meurt en bas âge, donc tu vois... Ah oui, donc ça, c'est plus chiant. Du coup, il faut tous les nourrir, quand même. On sait pas trop pourquoi, mais en 1631, il vend tous ses biens. Il quitte sa ville natale de Huntingdon pour aller alors, dans la même région, mais un peu plus loin. Et il achète une ferme qu'il exploite lui-même. Retour à la terre. Bah, en fait, descendre dans l'échelle sociale, surtout. Oui. Parce que plus de gentleman, plus de gentry. Si c'est toi qui travailles... Toi, t'es 8 gamins, quand même. Ouais, certes. Mais bon, ça veut dire que t'as mal aux mains, tu vois. Enfin, t'es plus... Ouais, mais à un moment, il devient entrepreneur, quoi. Lui, il le voit... Enfin, dans la société de l'époque, on le voit pas comme ça. On le voit plus en mode, quoi, tu travailles avec tes propres mains, dans la terre. Avec des cochons et des poules. Donc, plus personne lui parle, hein, forcément. Et ça provoque une crise existentielle chez lui. Dans une lettre qu'on a retrouvée à un de ses amis, il se décrit comme le roi des pêcheurs. Alors, pas des pêcheurs à la ligne, hein. D'accord. Des pêcheurs, mais on ne sait pas vraiment ce que sont ses péchés. On ne sait pas s'il picole, s'il trompe sa femme, s'il aime se mettre des doigts dans le cul. Enfin, C'est pas un péché, ça, je crois. Peut-être pas, c'est vrai. Peut-être enfin, je ne crois pas. Enfin... Ça dépend de comment tu lis le truc. Écoute, moi, les derniers curés à qui j'ai parlé ont été très clairs sur ce point. T'inquiète pas. En même temps, l'alcool, est-ce un péché? Je ne pense pas. C'est la gourmandise, c'est boire trop d'alcool. C'est vrai. Enfin, si tant est que ça existe. Enfin, ne buvez pas trop d'alcool chez vous. ne buvez pas d'alcool. Donc, crise existentielle, et pour sauver son âme, il se plonge dans la religion, et notamment dans le puritanisme, qui est en vogue à l'époque en Angleterre. Donc une sorte de hippie, quoi. Alors... ouais, non. Le puritanisme, on va en reparler, mais c'est en gros, faut revenir à une religion pure. Tu vois, la pureté des écrits de la Bible et tout, machin. Donc, c'est pas des mecs ultra rigolos, quoi. C'est des fondamentalistes ou pas? On pourrait dire ça. Enfin, lui, en tout cas, pas mal. Enfin, tu vois, donc il est un peu reborn, quoi. C'est George Bush. Born again. Born again, voilà, c'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, il se met à citer la Bible un peu tout le temps et à accomplir la volonté de Dieu, un peu Brigham Young style, tu vois. Genre, on fait ce que je dis, c'est tout, quoi. Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Du coup, ça l'aide, ça, à se refaire des potes? Alors oui. Parce que du coup... Étonnamment, parce que... Il se fait des potes puritains, du coup. Ah. Chez les puritains, il se fait des potes. Et puis surtout, en 1636, il hérite de son oncle. Du coup, il est plus obligé de travailler. Donc, il revient dans la gentry. Et là, tous ses potes d'avant, ils lui reparlent. Bah oui, maintenant, c'est bon. Logique, puisqu'il est plus obligé de bosser. Entre-temps, donc avant 1636, en 1628, il s'est fait élire au Parlement. Comme député de Huntingdon. Alors, avec l'aide de familles assez riches, hein, comme les Montagu, par exemple, qui sont les comtes du coin. Donc, il est élu à la Chambre des Commons. Et il la ramène pas trop. Parce que, il sent bien que on avait juste besoin d'un mec qui allait dire oui, quoi. Enfin, qui allait voter dans le bon sens. D'ailleurs, il vote ce qu'on lui dit de voter en 1 an, parce que ce Parlement-là va pas durer très longtemps. Il va prononcer un seul discours. D'accord. Qui, paraît-il, n'était pas terrible. Donc, voilà. Il parlait des cochons. Bon. Non, il parle de religion. D'accord. Il parle quand même
Il parlait de se mettre des doigts dans le cul ou non, c'est pas les mêmes sujets religieux. Peut-être pas, je ne sais pas. Je t'avoue que je ne suis pas allé lire son discours. Donc il est au Parlement, mais ce Parlement est dissous par Charles Ier en 1629. Et là, plus de boulot. Plus de boulot nouveau, mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas besoin de... Mais, habile transition, parlons un petit peu de Charles. Allez. Charlie Ier du nom, qui est le fils puiné de Jacques I et VI. D'accord. Et donc comme c'est pas l'aîné, il n'est pas destiné à être couronné. Donc il peut s'en foutre. Ouais, c'est ça. En plus, il est un peu fragile de santé quand il est enfant, donc il reste en Écosse et puis il vit la belle vie, quoi. La vie de prince. Voilà, c'est ça. Sauf que son grand frère, Henri Frédéric... Fredo. Leur mère est danoise, c'est pour ça que ça s'appelle Henri Frédéric. Henri Frédéric a la bonne idée de mourir de la fièvre typhoïde à 18 ans, quand Charles n'a que 12 ans. Donc là, il devient prince héritier, et là, fini l'Écosse. Ouais. Enfin, il n'a pas 23 ans, et le passé de Pete Doherty, quoi. Alors, certes, mais n'oublie pas, l'inflation, 12 ans à l'époque... ah oui, 12 ans à l'époque... Il est déjà un petit peu raté, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il se pointe à Londres, et il s'acoquine avec le duc de Buckingham, qui est premier ministre de Jacques, à l'époque, et qui est une caricature de riche noble vaniteux. C'est le Buckingham des Trois Mousquetaires. D'accord. Celui qui est censé avoir dragué la reine, les ferrets de la reine, tout ça. Ok. Et donc lui, il se dit, tiens, je vais me faire un pote de 12 ans. Alors, non, mais non. Quand il a 12 ans, en fait, Buckingham en a 18, ils sont pas... Oui, d'accord. Mais Buckingham va monter très vite dans les échelons, il va être Premier ministre très jeune, parce que... c'est un comte. Enfin, déjà, il est con. Il est fait duc après. Et puis, il a, l'arrogance de la richesse, Buckingham, et Jacques dit, ok, pourquoi pas, t'as l'air marrant. Puis, de toute façon, on veut décapiter l'ancien Premier ministre, donc il faut un nouveau. Beaucoup de mecs qui sont raccourcis quand même à l'époque. Donc Buckingham, on n'est pas bien sûr que le fait qu'il ait dragué la reine de France, ce soit ultra véridique, ce machin-là, même si, effectivement, à un moment donné, il a été ambassadeur à la cour de Louis XIII. Mm-hmm. Mais ce qui est vrai dans le roman, et ce qui est vrai dans la vraie vie, c'est que Buckingham, il a un peu provoqué des guerres pour rien. Juste parce que c'est un connard. Juste parce qu'il s'ennuyait. Ouais, il s'ennuie un peu, puis il est vexé par un truc, il est vexé par les Espagnols, par exemple, parce qu'il veut négocier la main de la fille du roi d'Espagne pour Charles, d'ailleurs. Les Espagnols refusent, et il fait, puisque c'est comme ça, on déclare la guerre. Mais... Vieux, t'es pas roi. Mais Jacques dit oui, et donc il déclare la guerre. Bref. Et du coup, Invincible Armada, tout ça, c'est non. Non, ça avance. C'est au moment d'Elisabeth Ier. Ouais. Par contre, du coup, guerre... alors là, c'est la guerre de 30 ans, je crois, qui commence un peu comme ça. Mais guerre. Bon. Et puis, à un moment donné, quand il repasse en France, il dit « on va défendre les Huguenots, puisqu'on est protestants. » Et là, le roi, il fait « non. » Il fait « Si, il va sacrifier la moitié de son armée, c'est cool. » Laisse-les dans leur merde. Donc, quand Charles monte sur le trône, il va garder son pote Buckingham comme Premier ministre. Et il va soutenir ses ambitions militaires. Mais pour ça, il faut du pognon. Qui dit argent, dit... Parlement. Parce que en Angleterre, pas de taxation sans représentation. Exactement. Depuis la Magna Carta du XIIIe siècle et de Jean sans Terre. C'est le premier qui est un peu forcé. Alors au début, le Parlement, c'est 20 des nobles les plus riches. Hein. C'est ses potes, quoi. Ouais, c'est un peu ses potes qui disent « Non, Jeannot, tu peux pas faire ce que tu veux. Faut que tu demandes notre avis. » Bon, après, tu peux nous faire décapiter. Bon. Ouais, mais non, parce qu'à l'époque de Jean sans Terre, le roi, il est pas très fort quand même. C'est le successeur de Jean sans Terre qui va faire un vrai Parlement. Et bon, après, il y a un peu une bataille, la balance varie entre le Parlement et le roi. Et depuis les Tudors, depuis Henri VIII surtout, et Elisabeth Ier, la balance, elle pense quand même vachement du côté du roi. Et le Parlement, il dit oui, d'accord, on signe ce que vous voulez. Mais là, comme Charles, c'est un peu un petit con avec son pote Buckingham, le Parlement, il dit bof, quoi. Faire des taxes en plus pour aller faire une guerre à la con, pas très très chaud. Et donc Charles dissout le Parlement, puisqu'il a le droit. C'est un des... Mais je me demande, non, c'est pas l'époque de Newton et... Alors c'est possible. Là on est 1627. On peut regarder rapidement. On peut regarder rapidement si tu veux. Donc il dissout une première fois, sauf que Buckingham est assassiné en 1628.
Charles le prend un petit peu mal, mais il se dit allez, pour la mémoire de mon pote, on va continuer les guerres qu'il a provoquées, et il reconvoque le Parlement. Ouais, c'est plus 1700 Newton, ouais. Ouais, donc on est un peu avant. Il reconvoque le Parlement, Charles, pour lever des taxes. Il faut savoir aussi qu'à côté de ça, il s'est quand même marié, Charles, avec la fille du roi de France, Henriette Marie de France. Ah non, qui est la fille d'Henri IV, donc la sœur de Louis XIII, qui est une catholique dévouée, hein, puisque... Ouais, mais bon. Ouais, ben oui, mais si, parce que tu vois, par exemple, au moment du couronnement de Charles Ier, comme elle est catholique, elle n'a pas le droit de rentrer. Elle reste... Ouais, parce que alors, le clergé anglican et puis les nobles, le Parlement, tout ça, disent « Ah non, 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 pas de catholique. Hein. » Ça, c'est... Et puis elle de dire « Non, je rentre pas dans l'autre du démon, quoi. » Peut-être aussi. Bon, enfin, quand même le couronnement de son mec, donc... Je pense qu'elle le vit un peu mal. Ouais, mais bon, enfin, tu vois, c'est genre, putain, c'est la fête de boulot de mon... c'est une soirée de boulot de mon mec, si je peux trouver une excuse pour pas y aller. Il paraît qu'elle passe quand même tout le couronnement sur le parvis de l'église, du coup. Bon, je dis, pas... c'est peut-être moins chiant que d'être dans l'église. Tu vas bien. Donc, Charles est un peu vexé de ces choses-là, et de manière générale, il n'aime pas trop le tournant calviniste que prend l'église anglicane, notamment parce qu'en tant que roi, il est censé être chef de l'église, que l'église anglicane a encore un clergé un petit peu calqué sur le clergé catholique, et donc ça lui donne un certain pouvoir. Si tu te mets à avoir que des pasteurs qui font ce qu'ils veulent dans leur coin, le roi perd un peu de pouvoir, donc bon, il est pas hyper chaud, quoi. Oui, généralement, il n'aime pas. Non, généralement, il n'aime pas. Bref, en 1628, il reconvoque un parlement qui refuse toujours de lui signer ses taxes, oui. Donc Charles Ier le dissout en 1629, et pendant 11 ans, il va gouverner sans parlement. Bon, écoute, finalement. Alors tu veux me dire, oui, mais il a quand même besoin d'oseille pour faire la guerre. Et il est pas con, quand même, Charles Ier, où il a des bons conseillers. Il va récupérer des vieilles lois féodales qui lui permettent de lever des taxes, alors un peu précises, genre les taxes de douane, les taxes de tous les mecs qui ont un cheval, il faut qu'ils donnent 10% de la valeur du cheval à l'État. Ouais, voilà, 3% sur les ventes de beurre. Ouais, voilà. Donc il réactive un petit peu toutes ces lois et ça lui permet de tenir pendant 11 ans. Plus la Compagnie des Indes. Ah, c'est un peu le début là, il n'y a pas encore beaucoup d'oseille de la Compagnie des Indes. Non, pas tout à fait. Ils ont même pas la Jamaïque à l'époque. À l'époque, ils sont encore en train de faire la guerre aux Espagnols dans les Caraïbes, tu vois. Oui. Et ça aussi, ça demande de l'argent. Eh oui. Surtout que il y a des conseillers de Charles qui lui ont dit on va faire des batailles navales, ça coûte moins cher, on a déjà plein de bateaux, c'est cool. Et Charles il dit non, on attaque, les batailles rangées et tout. Mais ça coûte cher, Charlot. On s'en fout, on fait ça. Bon. Donc comme ça coûte cher, en 1640, il est obligé de rappeler à nouveau le Parlement parce que son petit coup des lois féodales, ça marche plus. Cromwell y est à nouveau élu, mais les défenseurs du roi, enfin les royalistes à ce Parlement-là, sont un peu minoritaires par rapport aux autres. Alors il est élu quand même le Parlement là. Oui. Enfin la Chambre des Commons, parce que la Chambre des Lords, ils y sont à vie. Il est élu et à la Chambre des Commons, il n'y a pas beaucoup de royalistes. Ça rappelle une situation qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, je veux dire. Alors ouais, là on en est un peu là. Et donc comme ça passe pas, au bout de 3 semaines, il va redissoudre ce Parlement. 49-3. Non, il dissout. Il dissout le Parlement. On appelle ça le short parliament, du coup, le Parlement court, parce que 3 semaines. Bon. Sauf que ça n'a toujours pas réglé ses problèmes de thunes. Non. Et qu'il y a toujours la guerre. Donc, il est obligé de reconvoquer un Parlement à la fin de 1640. En gros, 6 mois plus tard. Revoter les gens. Revoter. Alors, j'ai pas compris s'il y avait de nouveau un vote ou si c'était les mêmes. Ah si, il y a de nouveau un vote parce qu'en fait, la balance penche encore plus vers les anti-royalistes. Mais sauf que cette fois-ci, le Parlement dit non. On arrête avec les conneries de se faire dissoudre toutes les 3 semaines, là. T'as besoin de thunes ? Écoute. Eh ben non, tu vas nous écouter. Donc ils font traîner les débats un petit peu sur la levée des fonds, et à côté de ça, ils font passer d'autres lois, notamment des lois qui empêchent le roi de... gouverner comme il veut. Pas de dissoudre le Parlement, surtout. Quoi. Et puis, parce que Charles et Labo se comportaient un petit peu en tyran. C'est comme ça qu'on va d'ailleurs on va l'appeler tyran plus tard. En autocrate, il a quand même des ministres. Et ce Parlement-là ils sont pas encore dans on va tuer le roi. Ils sont dans on va trouver des coupables à tout ce qui se passe là. Et donc ils mettent en accusation
tous les ministres et les chefs d'état-major de Charles Ier. Voilà. Il y en a quelques-uns qui se font raccourcir. De façon très rationnelle. Oui. Tout ça dure 2 ans, quand même. On appelle ça le Long Parliament. Parce que pendant 2 ans, ils siègent, les mecs. Bon, ils sortent de temps en temps, mais voilà. Et pendant ces 2 ans, Cromwell, il fait partie des parlementaristes, hein, pas dans le camp des parlementaires plutôt que de celui du roi. Une fois qu'il y est... Oui, mais en fait, au sein du Parlement, après, on va appeler donc les royalistes et les parlementaristes, ceux qui sont pour le roi, ceux qui sont pour le Parlement, la République, tout ça, quoi. En fait, lui, son principal cheval de bataille au Parlement, c'est le puritanisme. Hein, lui, il veut Lui, il parle de Bible. Lui, c'est Bible. Bible, les doigts dans le cul. Le reste, les taxes, tout ça, il s'en fout. Lui, c'est puritain. Et plus particulièrement, les indépendants. Parce que, donc, en fait, puritain, c'est un peu un terme chapeau. Pour tous les protestants un petit peu... rigoristes. Et donc, parmi les puritains, purs, tout ça, mais surtout que chaque congrégation fasse comme elle veut. Pas de clergé, pas de hiérarchie pyramidale, tout ça. Chacun avec son dieu. Chacun avec son dieu et son pasteur, quand même. Oui, bon, il faut quand même un petit guide. Oui. Mais un peu à l'américaine, quoi, tu vois. Oui. Donc lui, c'est quand même vachement ça. Et il a un groupe avec lui. Enfin, il n'est pas tout seul, hein, non plus. Ils ont un groupe d'indépendants, donc religieux. Mais alors, cela dit, les indépendants sont quand même du coup un peu tolérants par rapport... Alors, ils n'aiment pas les catholiques, hein. Mais en revanche, les autres branches du protestantisme, ils sont OK. Bon, si vous voulez. Tant que vous faites votre truc dans votre coin et qu'il n'y a pas de clergé, ça va. Et qu'on ne nous oblige pas à faire des choses qu'on ne veut pas. Ça va. Par exemple. Enfin, bref. Non, mais de toute façon, eux, ils reçoivent directement leurs ordres de Dieu. Donc, en fait, c'est même pas ça. C'est pas comme les Mormons, tu vois. C'est pas qu'ils reçoivent leurs ordres de Dieu. C'est qu'ils sont persuadés que tout ce qu'ils font, c'est la volonté de Dieu. D'accord. Et que, en fait, eux, c'est le bras armé de Dieu, quoi, si tu veux. Donc, c'est pratique. Ça justifie beaucoup de choses. Pas mal de choses, effectivement. Bref, le Parlement siège, les ministres se font raccourcir régulièrement, et Charles commence à... C'est du remaniement un peu musclé. À côté de ça, ils font passer, à ce moment-là, l'habeas corpus, par exemple. Maintenant qu'ils ont fait passer la loi qui empêche de se faire dissoudre, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc l'habeas corpus, juste en quelques mots, c'est... En gros, c'est pour éviter l'arbitraire du roi. C'est-à-dire que tu ne peux pas, logiquement, emprisonner quelqu'un avant son procès. Et avant qu'il y ait des vraies charges contre lui. En très, très résumé. Hein. Surtout qu'à l'époque, il y a quand même des exceptions. Il y a des mecs, écoute, lui, il a l'air juif. C'est un peu ça. Mais donc, c'est les fondements du système légal anglo-saxon. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas une totale nouveauté. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des trucs un petit peu avant, notamment au moment de la Magna Carta, là. Mais c'était surtout pour les nobles. Là, le Parlement, avec l'habeas corpus de cette époque-là, il dit non, c'est pour tout le monde. Même les paysans, on les met pas en prison pour rien. Hein, ça se fait pas, c'est pas cool. Pendant ce temps, vu que c'est un peu le foutoir, les catholiques irlandais se rebellent. Ils en profitent, hein, contre les protestants. Et comme ils se rebellent contre les protestants irlandais étant plutôt parlementaristes, ils se mettent du côté du roi, qui a été baptisé catholique finalement. Oui. Donc ils le voient un petit peu comme quelque chose. Du coup, le roi se dit « mais j'ai des mecs avec moi, en fait. » Le roi se dit « j'ai des mecs avec moi » et les parlementaires se disent « oula, non, mais alors là, ça va pas le faire. Hein. » Déjà qu'on est en train de raccourcir des types, là, si en plus il y a les catholiques qui s'y mettent, attention. Ça va être trop le bordel. Donc, ils ont une petite tendance à se radicaliser. Charles Ier essaye de faire arrêter les leaders protestants, enfin, les leaders parlementaristes du Parlement. Il va rentrer dans le Parlement avec des mousquetaires et tout. Limite, ouais. Pour arrêter les leaders qui avaient été renseignés avant, donc se sont barrés. Les autres parlementaires disent mais dis donc, c'est que ce bordel, Charlot, t'as pas le droit d'entrer. Normalement, c'est comme les vampires, non Ouais, c'est ça. Le roi il se dissout quand il rentre dans le Parlement. Puis surtout quand tu rentres avec des mousquetaires, c'est pas cool, quoi. C'est la première et dernière fois qu'un roi rentrera de force dans le Parlement pour rien, finalement, puisqu'il n'arrive pas à arrêter les mecs qu'il était venu arrêter. Ça tend un petit peu les choses. Et donc les parlementaires se mettent à rédiger des grandes l'équivalent de la Déclaration des droits de l'homme ou de la Bill of Rights. Alors là, en l'occurrence, les 19 propositions. Enfin bon,
qui, en gros, si le roi les avait acceptés, il aurait enlevé tout son pouvoir, quoi. Ça, Oui. ce serait devenu plus ou moins la monarchie parce parlementaire. Ils ont pas de constitution, les Anglais. À ce moment-là, non. Mais je crois qu'ils ont toujours pas. Toujours pas, mais ils ont des trucs qui ressemblent. Ils ont, en gros, un corpus de textes écrits et oraux. Mais voilà, mais c'est à ce moment-là qu'ils ont un certain nombre alors c'est pas des constitutions, mais de listes de droits fondamentaux qui sont déposés. Les mecs font, ouais, bah alors maintenant c'est ça qui est hyper important. Mais après ils vont changer, on va voir. Bref, les choses se tendent un peu plus. Le Parlement se prépare à lever une armée pour contraindre le roi parce qu'ils sentent bien que ça va finir comme ça. Ce qui va bien arranger les choses d'un point de vue financier. Ouais, mais alors, eux, ils ont le droit de lever des taxes puisque c'est eux qui lèvent les taxes. Le roi quitte Londres parce qu'il sent bien que ça sent un petit peu le purin, là, quand même. Il va vers le nord de l'Angleterre et l'Écosse où il lève lui aussi une armée grâce au soutien de quelques nobles du coin et des Écossais qui se disent on va taper des Anglais. Ok, cool. Ils se sont réconciliés, donc c'est cool, on va les taper des Anglais. Et c'est le début de la première guerre civile anglaise. Alors, en fait, moi, j'en compte une bonne demi-douzaine déjà. Avant, on a déjà parlé de l'anarchie au XIIe siècle, la guerre des Roses, c'est un peu une guerre civile quand même. La guerre, même Guillaume le Conquérant, non, c'est c'est un envahisseur, c'est un envahisseur. Mais tu vois, l'anarchie, c'est ses descendants juste après. Richard III, il y a vaguement... bon. Oui. Donc, mais bon, eux, ils appellent ça la première guerre civile anglaise. Et c'est là que Cromwell prend son envol. Ah, l'albatros déploie ses ailes. C'est ça. Parce que il a aucune expérience militaire. Il a fait partie de la milice du coin. De Huntington. Ouais, c'est ça, donc la police, quoi, tu vois. Mais c'est tout, il s'est monté à cheval, mais voilà. Mais il est chaud. Il est convaincu par ses idées de parlementaire. Et puis, il fait la volonté divine, donc il peut pas perdre. Il y a rien qui peut se passer. Voilà. Et il recrute un régiment de cavalerie dans le Cambridgeshire, donc le coin où il est élu. Ce régiment, on va les appeler les Ironside. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi, parce que je crois qu'on n'est pas bien sûr de pourquoi. Si c'est un rapport avec leur casque ou un rapport à d'autres trucs, bon. Toujours est-il les Ironside. Et il va en prendre la tête, lui-même. Genre, il est colonel du régiment et tout. C'est cool. Et là, il a deux idées qui sont révolutionnaires pour l'époque et qui vont faire le succès de son régiment. D'abord, il engage presque uniquement que des puritains et des indépendants, surtout. Comme ça, ils sont tous d'accord. C'est pas mal pour le moral des troupes, cela dit. C'est mieux. Et comme des régiments de fanatiques, finalement. C'est ça. Surtout qu'il va les galvaniser à grand renfort de citations bibliques. Voilà, parfois, c'est un peu dur à arrêter. C'est un peu le problème. Mais du coup, les mecs sont hyper chauds. Mais surtout, il va nommer ses officiers en fonction de leur mérite et de leur capacité. Révolutionnaire. Oui. Parce que jusqu'à présent, dans l'armée anglaise, les officiers, c'est des nobles. Voilà, c'est en fonction de ta noblesse. C'est ça, de ta naissance. Et tu peux avoir le charisme d'un faisan consanguin, c'est pas grave, t'es quand même colonel. Mais ça marche moins bien quand il faut mener les troupes à la guerre. Alors que quand t'as des mecs que tu mets officiers parce qu'ils sont des bons meneurs d'hommes, parce qu'ils écoutent bien les citations de la Bible, et que c'est des bons soldats, bizarrement, ton régiment est vachement plus efficace. Et d'ailleurs, ça marche. Ça marche surtout parce que c'est la volonté de Dieu. Oui, peut-être. Peut-être. On va lui reprocher cette histoire. Il y a un de ses supérieurs qui est un noble, donc du coup, qui dit « Mais attendez, qu'est-ce que c'est ce bordel là Les mecs, ils sont même pas gentlemen. » Des payous qui sont officiers. C'est ça, Cromwell, il va lui dire « c'est-à-dire que... » Ça marche. Ça marche. Alors, 1, ça marche. Et puis 2, moi, je préfère toujours des mecs qui sont efficaces plutôt qu'un type qui s'appelle comte de trucs bidules, mais quand il saigne du nez, il meurt parce qu'il est consanguin. Tu vois. Donc, bon. À la première grosse bataille à laquelle ils vont participer, la bataille de Marston Moor, les Ironside vont mettre en déroute la cavalerie royaliste. Et surtout, une fois qu'ils ont fait ça, au lieu de faire comme la cavalerie royaliste qui poursuit les mecs qui s'enfuient pour leur piquer leur bourse et leur armure, ils restent en formation. Parce qu'ils ont des bons officiers. Et du coup, ils prennent à revers l'infanterie royaliste et ils massacrent tout le monde. C'est ce qu'on leur a demandé de faire. Oui. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc, ça se fait. Et grosse victoire des parlementaristes à Marston Moor.
qui malheureusement n'est pas suivi de beaucoup d'effets, notamment parce que les généraux en chef, les ducs d'Essex et de Manchester, ils sont pas hyper chauds en fait de buter des royalistes. Tu vois, ils sont pour le Parlement, mais ils trouvent que ça va un peu loin, donc ils sont un peu tièdes quoi. Donc ça s'éternise un petit peu cette histoire de guerre civile, si bien que au Parlement, on commence à se demander si en fait on a bien fait de laisser la direction de l'armée à des types qui, il y a pas 2 ou 3 ans, se tapaient le ventre avec Charlot, parce qu'en fait, ils sont tous nobles, quoi. Oui, ils se connaissent tous. Oui, puis il y a même des chances pour qu'ils soient de la même famille, plus ou moins. Famille au sens large. Oui. Et donc, ils vont voter, les parlementaires, le Self-Denying Ordinance. Enfin, ils vont même pas le voter. Enfin, si, ils vont le voter entre eux, puis ensuite, ils vont dire au roi, c'est comme ça. Enfin, non, ils parlent plus au roi à ce moment-là. Oui. Quand on est au champ de bataille, oui, tu lui parles plus. Du coup, c'est plus pratique pour voter des lois. Parce qu'avant, il faut quand même que le roi il mette son tampon dessus. Mais là, bon, il n'y a plus besoin. Mais donc, la Self-Denying Ordinance, elle dit qu'un parlementaire doit choisir entre siéger au Parlement ou diriger l'armée, ou avoir un poste d'officier. Tu peux pas faire les deux. Les lords, qui sont la Chambre des lords, comme c'est un poste héréditaire et à vie, ils se disent ouais, bah on va le garder. Et puis bah tant pis, on va plus être à la tête des armées. Et dans la Chambre des Commons, bon, ça dépend. Le seul qui a le droit à une exception, c'est Cromwell. Parce que c'est lui qui l'a écrit et... Non, alors, c'est en partie lui qui a écrit effectivement l'ordonnance, mais surtout il est tellement efficace à la tête de ces Ironside là, qu'on se dit, écoute, si tu veux continuer à aller faire la guerre, vas-y, je t'en prie, Oliver, fais-toi plaisir. Il se trouve aussi que les leaders des parlementaristes que Charles Ier avait essayé de faire arrêter, là, ils sont morts. Alors, certains à la guerre, d'autres de morts plus ou moins naturelles, enfin, ils ont une grippe, quoi, tu vois. Et donc, il y a moins de leaders, et Cromwell, ça le permet de monter un petit peu dans les échelons. C'est le roulement démocratique qu'on voit à la Révolution aussi, quoi. Oui, c'est ça, un petit peu. Genre, bon, bah, on a décapité tout le monde, donc, tiens, toi qui passes par là. Tu vas être... c'est un peu ce qui se passe. Et dans la foulée de la Self-Denying Ordinance, là, nouveau général en chef, vont réformer l'armée parlementaire pour créer la New Model Army, qui est fondée sur les principes des Ironside, donc les officiers qui sont des bons officiers, et qui bénéficie aussi d'innovations assez incroyables pour l'époque. D'abord, tous les soldats reçoivent une solde hebdomadaire payée par l'État, quelle que soit leur origine sociale ou géographique, et leur succès ou non à la guerre. Révolutionnaire. On invente le salaire. En fait, en pratique, ils inventent une armée de métier. Oui. Et c'est vachement plus efficace. Et une armée qui se paye pas en pillage. Et ça marche bien. La New Model Army, elle marche vachement bien. À l'été 1646, la guerre est pratiquement gagnée pour Cromwell. Et au siège d'Oxford, le roi se dit que c'est foutu, là, et donc il s'enfuit. Il se déguise et il s'enfuit vers le nord, vers les Écossais, en se disant, bah c'est bon, les Écossais, c'est mes potes et tout, ça va le faire. Les Écossais... Sentant le vent tourner. Sentant un petit peu le vent tourner, disent, vous allez, on va vous mettre dans un château, et puis vous n'avez pas le droit d'en sortir. On va aller parler avec les parlementaires. Bref, le roi est en house arrest, plus ou moins. Alors, il va changer plusieurs fois, mais voilà, il est en résidence surveillée, il est le bracelet à la cheville. C'est ça, le bracelet à la cheville. Tu fais plus ce que tu veux. C'est la fin de la première guerre civile anglaise. Le Parlement, tu pourrais te dire, bon, bah c'est bon, on a gagné et tout, c'est cool, sauf que, bah non, au sein du Parlement, on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Il reste des royalistes. C'est ça. Maintenant qu'on a battu le roi, il faut gouverner. c'est un peu ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Il reste des royalistes, il reste des nobles qui sont là, genre, bon, c'est bon, il a compris, Charles, maintenant, laissez-le. Au pire, il abdique. Oui, non, mais ils n'en sont pas encore là, même pas. Il y en a quelques-uns, Cromwell, qui commencent à dire, bon, il va falloir qu'il abdique, le roi. On le remplace par un autre, quoi, mais les autres, non, mais il a compris. Il est quand même pas idiot. Et donc, bon, ça tourne un petit peu en rond, ces histoires. Le roi en profite pour négocier avec les Écossais. Allez, je vous jure que si vous prenez mon parti... Alors, les Écossais, à l'époque, sont presbytériens. Et le roi leur promet que si, grâce à eux, il remonte sur le trône, il va faire de l'église anglicane une église presbytérienne. Pourquoi pas ? Ça coûte rien. Oui.
Donc, il commence à retrouver des alliés. Du poil de la bête. Du poil de la bête, voilà. Du haggis de la bête. Au même moment, au sein de la New Model Army, on se dit qu'on a peut-être notre mot à dire aussi sur tout ça. Donc, chaque régiment va élire 2 représentants qui vont former un conseil militaire. Lequel conseil militaire se met à réfléchir sur l'esprit des lois. En leur sein, il y a des gens qu'on appelle les levelers, les niveleurs, qui sont des radicaux, quoi. Tu vois, des gens qui ont des idées aussi absurdes que la tolérance religieuse, le suffrage universel, l'égalité devant la loi, enfin, tu vois, des trucs... Ah ouais. Enfin, suffrage universel pour les hommes. Pour les hommes blancs. Oui, bien sûr. Mais bon. Quand même. Ils ont pas complètement perdu la tête. Donc, un peu des gauchistes. Le roi se dit, c'est le moment, et avec l'aide des Écossais, il relève une armée. C'est le début de la Deuxième Guerre civile. 6 mois plus tard, Cromwell et la New Model Army ont écrasé les forces royalistes, parce que lui... ça marche toujours bien, quoi. Ouais, c'est ça. Puis les débats, il s'en fout. On décapite les généraux royalistes en se disant, voilà, maintenant, c'est fini. On arrête avec les conneries de roi, tout ça. Pour Cromwell et ses partisans, il n'y a plus de doute. Il faut arrêter là. Il faut qu'il abdique. Et puis, s'il abdique pas volontairement, on va un peu le forcer, quoi. Oui. Enfin, après, le forcer, c'est... Je peux pas lui mettre le couteau sur la... Enfin, si. Bah écoute, eux, ils en sont en mode, là... C'est soit il abdique volontairement, soit on va le faire addicter. On va l'abdiquer lui-même. Voilà. Dans le dos. Voilà, dans le dos. Le Parlement continue à minauder. Il sait pas trop. Du coup, la New Model Army marche sur Londres en disant nous, on est d'accord avec Cromwell. Donc, voilà. Le 5 décembre, comme ça n'avance donc c'est un petit coup d'état quand même de Cromwell. Alors, attends, tu vas voir. Le 5 décembre, comme ça n'avance toujours pas, le colonel Pride, donc un des sous-fifres de Cromwell, enfin sous-fifres, des subordonnés de Cromwell, va, au petit matin, arriver devant le Parlement avec un peu de son bataillon de soldats et faire le tri avec les parlementaires. C'est-à-dire que tous ceux qui, pendant les débats avant, ont dit non, mais on n'est pas sûr et tout, machin, bah tu rentres pas. C'est comme ça. C'est les baskets. C'est ça, t'es en basket, tu rentres pas. Il y en a quelques-uns qui se font arrêter. Bon, en gros, c'était une purge. On appelle ça d'ailleurs la purge de Pride. La Pride's Purge. Rien à voir avec ce qu'on entend par Pride d'habitude. Non, non. Pas du tout. C'est le nom du mec. Au final, il n'y a plus que 83 députés. Qui se regardent genre... Qui siègent. Bon. Parce que dans ceux qui avaient le droit de rentrer, il y en a quand même quelques-uns qui ont dit non. Faut que j'aille voir mes administrés d'abord. C'est ça. Je vais retourner dans mon fief pour voir ce qu'ils pensent. Pour être sûr de bien voter, quoi. Ouais, puis j'ai la petite dernière qui a le nez qui coulait ce matin, donc c'est plus prudent que je rentre. Je reviendrai plus tard. Donc en fait, les 83 qui restent, bah c'est que des mecs qui sont chauds, quoi. C'est que les indépendants, c'est que des types qui soutiennent Cromwell, quoi, plus ou moins. Oui. Donc là, on était le 5 décembre. Donc à partir du 5 décembre, il n'y a plus que 83 députés. On appelle ça le Rump Parliament, le Parlement croupion, littéralement. Et eux disent, OK, on vote pour la mise en accusation du roi, on l'accuse de haute trahison, on va pouvoir le juger et donc l'abdiquer de force. Enfin, voire plus. C'est affinité. Voilà. La Chambre des Lords refuse, le Rump Parliament dit, bah vous avez plus le droit de refuser parce qu'on a signé une loi, enfin vous pouvez toujours refuser, mais on vient de créer une nouvelle loi qui dit que on s'en fout. On s'en fout, on a l'armée. Voilà. Le roi est donc mis en accusation pour haute trahison. Le procès commence le 20 janvier 1649. À 10h et à 11h30. Le 26, quand même. Il est condamné à mort. Et le 29, il est décapité à la hache. Voilà. C'est une bonne chose de faite. Ça va aller mieux. Le Rump Parliament fonde ensuite, dans lequel est Cromwell, hein, toujours, bien sûr. Notamment, entre autres. Et d'autres. Il y a son beau-fils, il a fait croquer aussi un petit peu. Il y a ses frères. Ouais. Le Rump Parliament fonde ensuite la République du Commonwealth of England, donc une république. Oui. Qui, en fait, le Commonwealth of England, mais aussi l'Écosse et l'Irlande, parce que
voilà, hein, les Écossais, vu qu'on vient de l'épiner 2 fois, Ouais. et les Irlandais Mais aussi. bon, et puis les Irlandais, bon. Voilà. Mais comme souvent, la jeune République n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers, que déjà des révoltes, des guerres qui recommencent. En 1649, c'est les catholiques irlandais qui se disent que Hey c'est un truc à jouer. Du coup, Cromwell va lui-même régler... Pendant ce temps-là, t'as l'armée, genre en Jamaïque et au Mexique qui est... Ah Bon, c'est ce que... c'est cosmo. Bon, on va continuer à taper les Espagnols, dans le doute. C'est ça. D'ailleurs, c'est sous Cromwell qu'ils vont prendre la Jamaïque. Mais donc là, en 1649, Cromwell, il dit pardon, des catholiques. Laissez-moi faire, j'y vais. Il prend la New Model Army, il débarque en Irlande, en 1 an, plus ou moins. Old My Bûcher. Voilà, il écrase la rébellion, notamment avec quelques massacres. À la base, il veut prendre les ports. Au début, pour pouvoir, pour que la New Model Army, ça marche, il faut quand même la nourrir, par exemple. La logistique. La logistique, voilà, merci. Il y a un des ports qui se rebelle, il va tuer, je crois que c'est 60 ou 70% de la population. En disant, non mais attendez, je massacre pas n'importe qui, hein, c'est que des cathos d'abord. C'est des catholiques, ça compte pas. Déjà, c'est des catholiques, ça compte pas vraiment. Et ensuite, tous les mecs que j'ai tués ou fait tuer... C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, non, mais c'était des rebelles. Il y a un moment donné, les rebelles, voilà, Ouais. hein, il faut s'en débarrasser, quoi. Des terroristes. C'est des terroristes. Les Irlandais sont encore un petit peu chafouins par rapport à ça. Parce qu'il a une autre technique aussi, c'est qu'il pique les récoltes ou fait cramer les greniers, ce qui provoque quelques famines. Ouais. Il y a eu des famines en Irlande. Quelques-unes. Il n'y a pas encore de patates. Enfin, si, peut-être, remarque, 1600 et quelques. Mais bon, voilà, quelques famines. Et ils sont un peu chafouins, les Irlandais, à propos de Cromwell. Bon. En 1650, il rentre en Angleterre, donc, puisque, voilà, hein, le gros du travail est fait. Il laisse son beau-fils, mais le gros du travail est vrai. Et il se tourne vers les Écossais, qui se disent encore une fois, bon, il y a peut-être un truc à faire, qui viennent de couronner Charles II, fils de Charles à un moment, I. il faut un roi quand même. Pour Cromwell, non, ils ont fondé une république, donc voilà. Mais les Écossais, ils aiment bien. Ça empêche pas une république d'avoir un... C'est vrai. Enfin, non. Non, c'est une monarchie parlementaire, c'est pas pareil. Mais les Écossais, ils aiment bien, c'est tu vois, ils vont comme ça. Ouais, c'est le folklore, puis ils peuvent vendre des tasses avec la tête du mec dessus et tout, c'est pas mal. Donc, il proclame Charles II, roi. Cromwell, même chose, hein, il y va, et puis il fait la guerre. Et puis, comme il est bon, la guerre, il la gagne. Mais comme c'est pas des catholiques, il les massacre pas. Il les tue. Il tue les soldats, quoi. Oui. Il gagne les batailles, mais c'est tout. Et donc, ça a pas l'air d'être un prénom qui porte immensément chance au roi Charles. Non, c'est pas fou. C'est pas fou. Alors, cela dit, Charles II s'en sort, parce qu'il s'enfuit. Notamment en France. Il va vivre une partie de sa vie en France. Donc, il les massacre pas, mais il laisse une armée d'occupation, quand même, en Écosse. Parce que, il se dit, bon, ça fait quand même 2-3 fois que vous me la mettez à l'envers, là, les gars. Donc, vous allez arrêter de faire tourner vos kilts, là, parce que... Hein mes mecs, ils rigolent pas. Je vais vous souffler dans la cornemuse. Ouais, c'est ça. De retour à Londres, donc en 1651, Cromwell découvre que le Rum Parliament est à nouveau divisé entre les Levelers qui en veulent toujours plus, comme tous les gauchistes. Hein, tu donnes ça, ils prennent ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et les 5e monarchistes qui, alors, ne sont pas des royalistes. En fait, eux attendent le retour de Jésus pour le royaume de Dieu sur terre et tout. Enfin, c'est des millénaristes pur jus, quoi. Les mecs, ils sont là genre, t'inquiète, c'est bon, on a eu le truc, il arrive dans 2 semaines. Et c'est le moment où tu te dis, mon pays va dans la bonne direction. quand ton parlement... C'est ça. Et en gros, donc, les 5 monarchistes, là, eux, ils veulent mettre en place une théocratie, quoi. Alors, ce qui en soit... Comparé à avant, bon... Parce qu'en soi, on pourrait se dire que Cromwell, ça le gêne pas trop, parce qu'il continue à citer la Bible tout le temps, mais non, parce que lui, il est indépendant. Il est quand même un peu strict sur la façon dont il faut croire, et la théocratie, ça lui va pas. Donc en 1653, après 2 ans de débat, Cromwell va au Parlement avec 40 mousquetaires, lui aussi, et le dissout de force. Les mecs disent, bon, ok. Ok, Oliver. Il ne regarde pas genre, il y a plus que 30 parlementaires. Alors, non, celui-là il est dissous, il est remplacé par un autre parlement, le Barebone Parliament, du nom de son leader, Raymond Barebone, qui est un parlement des saints, parce qu'en fait, il n'y a plus que des indépendants, que des puritains dedans. C'est les seuls qui ont le droit de se présenter, je crois.
Donc Cromwell se dit, bon, bah ça va aller mieux. Oui. Mais non, surprise, ils n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord, et 6 mois plus tard, ils s'autodissouent. Non, bah on n'y arrive pas. Ça, c'est les écolos, en fait. C'est un peu, ouais. Du coup, le conseil militaire de la New Model Army se dit, bah attendez les gars, on va vous montrer comment ça se passe, comment on fait les choses bien. Il rédige le Instrument of Government, qui va servir de constitution au Commonwealth, enfin, en fait, au protectorat du Commonwealth, parce que la New Model Army va aller voir Cromwell et lui dire, écoute, tu veux pas être Lord Protecteur? Ça serait pas mal, non? C'est classe quand même comme titre, Lord Protecteur. Ouais, c'est un peu classe. Et Oliver, il dit, bon, allez, ok, d'accord, je me dévoue. C'est bien pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Et donc, il est nommé Lord Protecteur du Commonwealth le 16 décembre 1653. Du coup, nouveau parlement quand même, hein, parce que donc le Bourbon parle. Non, l'Instrument of Government, Oui. ça dit qu'il faut un parlement. Donc, nouveau parlement qui, à nouveau... donc, Cromwell va le dissoudre en janvier 1655. Donc, c'est pour votre bien, c'est pour vous protéger. Vous inquiétez pas, je suis Lord Protecteur, je vous protège. Et il va mettre en place ce qu'on peut appeler une dictature militaire, hein, finalement, parce que il gère le pays avec la New Model Army. Bon, Lord Protecteur, à part la couronne, il y a quand même tous les attributs du roi. Hein. Cromwell, d'ailleurs, on va lui proposer. À un moment donné, on lui dit, bon, écoute... Attends, on va arrêter les conneries. Enfin, je veux dire... Tu veux pas devenir roi? Il va dire, non. Mais par contre, je veux bien qu'on refasse une cérémonie où on me renomme Lord Protecteur. On va faire ça un peu bien. Avec la couronne de Lord Protecteur, et on va m'appeler Oliver Ier Protecteur. Alors, il signe Oliver P. Comme Charles, mais enfin, les rois de Charles R, Elisabeth R. Non, il va alors pas la couronne, ni l'orbe, mais il a tout le reste. D'accord. Mais non, Lord Protecteur. Il va laisser une relative liberté religieuse quand même. Il est indépendant. Il est indépendant, alors sauf aux catholiques hein, quand même. Oui, je veux dire. Voilà. Liberté politique, vite fait. Hein. Les levelers, il y en a quand même beaucoup qui vont finir cramés. Mais bon, voilà. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas. En 1658, il chope la malaria. Et il refuse de se soigner à la quinine parce que ça a été découvert par un catholique. Par un jésuite. Il dit non, c'est un truc de catholiques, ils veulent ma mort et tout. Et il meurt. C'était le bon temps, on avait encore des jésuites. On en reparlera. Ah ouais? Ok. Il meurt, mais il avait eu le temps de nommer son fils Richard comme successeur, sauf que Richard, il n'est pas fanatique, il n'a pas gagné plein de batailles, et donc il fait, c'est un peu dur en fait d'être Lord Protecteur, donc il va démissionner assez vite. En mai 1659, le Long Parliament se réunit à nouveau, modifie ce qui leur sert de constitution, qui n'est effectivement pas une constitution, mais bon, le modifie, afin de restaurer la monarchie et de rappeler Charles II. Qui était tranquille à Paris. Ouais, alors je sais plus si à Paris ou en Hollande à l'époque, mais enfin bon, il se la coule douce, et on le rappelle, on lui fait, viens, on a besoin d'un roi. Il va falloir bosser. Va falloir bosser, et hop, on le remet sur le trône, c'est la fin de la Révolution anglaise. On va garder quand même, le Parlement va garder un petit peu plus de pouvoir qu'avant. Charles II, pas con, va pas non plus faire trop de vagues pendant son règne. C'est pour lui qu'on va créer le cavalier King Charles, dont il est très très fan. Enfin non, il l'invente pas, mais il est très très fan, il en a plein. Donc voilà. Ouais, c'est comme la rose Marie-Antoinette. La rose Marie-Antoinette. Enfin, ou la rose, tu sais, quand on donne des noms de roses. Oui, un petit peu. Mais bon, là, en l'occurrence, il y en avait quand même plein autour de lui. Il y aura une deuxième révolution. Alors, c'est moche. C'est un peu moche, ouais, comme chien, mais bon. À l'époque, ils sont pas pareils parce qu'ils ont pas de nez plat. Le nez plat, ça viendra plus loin. À l'époque, c'est juste des petits. D'accord, ils ont pas le nez plat et les yeux globuleux. Non, pas encore. Okay. Après, on les fera baiser entre eux, puis voilà. Il y aura une deuxième révolution 28 ans plus tard, qui verra le couronnement de Guillaume d'Orange et le début de la vraie monarchie constitutionnelle telle qu'on la connaît. Enfin, pas tout à fait. Il y a quand même des changements entre le XVIIe siècle et le XXe siècle en Angleterre, XXIe siècle. Tu peux. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'un Premier ministre, etc. Donc on a plus ou moins répondu à ma question existentielle, en fait. C'est que la Révolution anglaise, elle a quand même pas énormément d'impact sur le peuple. C'est un détail de l'histoire. Alors, on va pas dire que c'est un détail de l'histoire, surtout quand on est irlandais, par exemple. Oui. Mais ça vient pas, c'est pas un grassroots movement, quoi. Tu vois, c'est le peuple. Au contraire de la Révolution française. Non, mais bon, au moins, la Révolution française, ils ont réussi à emmener les foules, quoi. Ouais. Là, la foule, elle galère un petit peu. Et puis, en fait, elle tourne court
hyper vite. Et Cromwell, c'est pas Napoléon non plus. Donc, voilà. Il meurt trop vite, peut-être. Peut-être qu'il meurt trop vite. C'est ça, c'est le problème des grands hommes. C'est peut-être le problème des grands hommes. En tout cas, Cromwell est la preuve que l'on peut n'avoir pratiquement rien fait avant 40 ans et quand même marquer l'histoire. Voilà. Donc, moi, ça me rassure. Personnellement, qui vient d'avoir 38 ans, ça me rassure. Eh ben écoute, moi je voulais partir sur un point un petit peu différent, parce que je suis parti d'un constat qui est finalement assez simple, mais un constat accablant. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas parlé de nazis. C'est vrai. C'est vrai. Et je me dis, il est temps de revenir un peu à ceux qui finalement ne nous déçoivent que rarement. Aussi. Et d'aborder une anecdote qui est un peu semblable à celle que tu nous avais racontée pendant l'épisode 25. Si, c'est le 7 février 2020. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu te souviens pas quand la cavalerie a chargé des bateaux? Si, effectivement, pendant les guerres révolutionnaires. Et ben voilà, si je te dis nazi, si je te dis charge de cavalerie... Alors, je savais même pas qu'ils avaient des cavaleries. Alors, en l'occurrence, c'est eux qui se font charger, plutôt. Parce qu'on va parler de charge de cavalerie contre des panzers. J'espère que ça marche aussi bien contre les bateaux. Alors, comme tu le sais, le 1er septembre 1939, après moult provocations de leurs belliqueux ennemis, les Allemands se voient forcés d'envahir la Pologne. Bien sûr. C'est pas le choix. Fiers d'eux dans leurs uniformes bien taillés, ils affichent surtout une vraie supériorité militaire. Ouais, je crois que la Pologne à l'époque... La preuve flagrante pour l'historien du Reich, c'est que quand ces blindés fondent sur Krojanty, qui est un village à la frontière, seul un groupe de cavaliers polonais peuvent s'y opposer et chargent désespérément les panzers. Chaud quand même, les mecs. Voilà. Moi, c'est une image, tu vois, qui a été assez enfoncée dans mon esprit, finalement, cette histoire de charge de Polonais qui résistent à cheval contre des panzers. J'ai ça en tête, je sais pas pourquoi, mais depuis mes premiers cours sur la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il semblerait que l'histoire soit un peu plus compliquée que... que juste des Polonais qui font, allez, advienne que pourra. Donc je me suis dit, ça vaut le coup de regarder un petit peu tout ça. Et cette histoire précisément. Bon, d'abord, on va admettre quelque chose. En 39, l'armée polonaise, c'est pas la super forme. J'avoue, elle possède des chars, cela dit. Bon, pas beaucoup, 1 millier. Ah, quand même. Soit 4 fois moins que les Allemands. Mais c'est quand même la 9e puissance en termes d'unités blindées, motorisées du monde. Ouais. Enfin, il y en a pas beaucoup, hein, cela dit. C'est ça, c'est qu'on est quand même à une époque où l'Angleterre, c'est la moitié du monde et la France, l'autre moitié, quoi. Ouais, alors à cette époque-là, si on veut parler blindés, les champions, France... c'est les soviétiques. Hein. Ouais. Ils en ont 10 000, je crois, des blindés à ce moment-là. Mais bon, ils vont pas intervenir, bizarrement, en septembre 39. Oui, c'est bizarre. À leur décharge, le commandement se dit que, de toute façon, les blindés, ça sert pas à grand-chose, puisque nos routes sont toutes pourries. Donc ils vont s'embourber. Donc, à quoi ça sert? Finalement, les routes sont tellement pourries que la cavalerie et l'artillerie montée sont plus efficaces. À la différence de la route des routes des nazis, qui, elles, sont... Les autoroutes, les fameuses autoroutes d'Hitler, oui. En revanche, des chevaux, ça, ils en ont. Oui. Si tu veux, la cavalerie, ça représente 10% de leurs troupes. Pas mal. Par exemple, chez les nazis, c'est 2%. Alors, donc, les nazis ont quand même une cavalerie. Ah bah oui, parce qu'à l'époque, tu fais pas tout en camion, en train... Enfin, le cheval, ça reste un moyen de logistique qui est hyper intéressant. C'est même, en Europe, la dernière cavalerie qui est stratégiquement autonome. Ah ouais. C'est-à-dire que t'as un général de cavalerie qui a ses galons et qui est à l'état-major. Et donc, elle va se composer de 3 types d'armées, les chasseurs, les chevaux légers et les lanciers. Ah oui, d'accord. Les mecs, ils sont encore aux lanciers. Okay, c'est ça. Cool. Et les chasseurs, c'est les dragons, quoi. C'est les mecs ouais. Bon, ce qui est un petit peu à nuancer, tu vois, quand on dit les lanciers. Bon, en vrai, quand tu regardes les manuels polonais de 1930, j'ai abondamment fait. Je n'en doute pas. La règle est assez claire. Hein. La cavalerie se déplace à cheval, mais bon, elle se bat à pied. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon. Cela dit, avec une lance contre un panzer... Donc c'est vraiment un moyen d'avoir des unités mobiles qu'on va pouvoir amener où on veut, et puis après ils descendent et ils se battent. Ils chargent. Voilà. Non, ils chargent pas. Ah oui, non, ils chargent pas. À différence de la cavalerie de Cromwell, qui elle a tendance à charger tout le temps. Pourtant, dès l'aube du 1er septembre,
près du village de Mokra, donc près de la frontière, on a un régiment de cavalerie et un régiment d'infanterie. Bon, et puis un train blindé aussi, mais... Ah, les trains blindés. Vont contenir la 4e division blindée nazie, qui est, elle, fière de 300 chars et 200 véhicules blindés. Ah ouais, quand même. Donc, c'est la moitié des forces motorisées polonaises, quand même. Et le soir, cette division blindée aura perdu 500 hommes et une centaine de chars. Ah ouais, quand même. À la cavalerie et à l'infanterie. Surtout que les chars, c'est les Panzer, là, donc c'est des Ouais. chars qui sont efficaces, quoi. C'est pas des... Ah ouais. Mais bizarrement, c'est pas cette bataille-là qu'on retient. Ce qu'on retient, c'est une autre bataille qui a eu lieu le 1er septembre, qui est la bataille de Krojanty. Mon polonais est très mauvais. Et là, on a une brigade de lanciers qui reçoit l'ordre de contenir la 20e brigade motorisée, le temps de laisser l'infanterie polonaise se replier et se reconstituer, parce que malgré ces petites victoires ponctuelles, on va pas se mentir. C'est un peu la débâcle. C'est bon. On n'est pas en situation de force. Au cours de leur mission, cette brigade de lanciers va tomber sur un camp d'Allemands au repos. Donc là, ils vont prendre plein d'amphétamines. Donc là, ils vont charger. Oui. Donc ils sont 250, et très vite, ils vont mettre en fuite les envahisseurs qui sont complètement pris par surprise. Mais attends, les lanciers, là, ils ont quand même des armes à feu, un peu, quand même. Ou c'est vraiment des lances? Je crois que c'est encore vraiment des lances. Ok, d'accord. C'est chaud, quand même. Enfin, ils doivent avoir quelques armes à feu, mais ils ont aussi vraiment des lances. Donc ils les mettent en fuite, et donc ils poursuivent, quoi. Mm-hmm. Sauf que poursuite, il se trouve qu'ils n'avaient pas vu, mais en faisant la poursuite, ils tombent nez à nez avec une colonne de blindés qu'ils n'avaient pas vu. Bah oui, mais en même temps, ils sont gris, les Panzer, et comme tout est un peu gris en Pologne. Pardon pour les Polonais qui nous écoutent. Et donc, voilà, c'est la première charge de cavalerie de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Qui se terminera par 25 morts et 50 blessés. Ah, c'est pas tant que ça. Dont le colonel. Ah, mais oui, mais un vrai colonel de cavalerie, ça court devant ses hommes. Oui, enfin, ça court. Ça galope. Ça galope. Comme Cromwell, Oui. devant ses hommes et tout. Bref, donc il y a eu effectivement une charge de cavalerie, mais je veux dire, c'est pas le... Ouais, c'est pas... c'est pas un truc désespéré de allez les gars, on y va, on va défoncer les chars à coups de... Non, c'est juste oups. Ils sont là, pas avant les gens en train de courir, donc voilà. on y va. Alors, ce qu'il faut retenir, cela dit, c'est que les troupes allemandes vont être ralenties par cette charge et que ils gagneront suffisamment de temps pour que l'infanterie polonaise puisse se réorganiser. Ce qui a permis de sauver la Pologne. Exactement. Non mais, si tu veux, le général allemand Guderian, qui était en charge de ces blindés, parlera plus tard d'une sorte d'état de choc ressenti par l'état-major allemand. Non mais en se disant, merde, attends, là c'est le premier jour de la guerre, nos beaux blindés, ils se font arrêter par des mecs à cheval. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un état de choc, mais cela dit, c'est pas tout à fait l'état d'esprit que va retranscrire la propagande nazie. Oui, bizarrement. Parce que très vite, ils vont s'emparer de cette histoire, en fait. Les nazis. La propagande nazie. D'abord en disant, voilà ce que c'est la guerre. Nous, en Panzer contre des mecs à cheval. Ouais, effectivement. Pour galvaniser un peuple, ouais. Tu vois, genre, rien peut nous arrêter, quoi. Regardez les mecs en face, si tu veux, c'est civilisation, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est une civilisation quand t'arrives avec ton infanterie mécanisée contre des mecs qui ont encore des légions. C'est ça. Ça permet aussi de dépeindre les officiers polonais comme complètement ridicules et incompétents. En se disant, mais regardez les mecs, ils sont débiles. Déjà, ils sont à cheval, mais ils chargent quand même contre les Panzers. Voilà, ils ont rien compris, on va gagner très facilement. Mais ça permet aussi de les caractériser comme des bouchers qui ont rien retenu de la Première Guerre mondiale. Ah, et qui vont sacrifier et leur qui disent rien à foutre, allez-y, chargez. C'est con, Michel. Ouais, mais on charge. Mais c'est héroïque. Et qui n'hésitent pas à sacrifier la vie de leurs hommes dans des manœuvres complètement désespérées. Là où le nazi ne sacrifie pas du tout la vie de ses hommes. Ouais, exactement. Mais on notera que ce mythe va perdurer aussi de l'autre côté, en Pologne. Parce qu'on aura, par exemple, Andrzej Wajda qui va sortir Lotna, la dernière charge, en 1959. Donc, qui est un film qui exalte le courage de ces hommes. Et là, tu vois, on part dans l'autre sens, quoi. Le Polonais qui se sacrifie pour la terre de ses ancêtres, tout est désespéré.
mais Ouais, malgré la supériorité c'est ça. technologique de l'adversaire, il se bat quand même jusqu'au dernier. Exactement. Même quand tout est perdu, il mourra les armes à la main. Bon, ce qui est un peu aussi contrebalancé par la propagande soviétique. Qui se dit non mais attends, les Polonais, oh doucement. Voilà, déjà, les Polonais doucement sur le nationalisme, mais en plus, ça leur permet de dire, regardez les leaders capitalistes de la Pologne, à l'époque, à quel point ils étaient monstrueux. Ouais. En bref, cette histoire, finalement, on a bâti beaucoup de légendes, de mythes, de propagande autour d'un truc qui est juste un accident, en fait. Ouais, c'est c'est juste, mec, on n'avait pas vu la colonne de chars, quoi. Et en fait, quand tu regardes, quand tu analyses, il y a des historiens qui ont fait une analyse des combats de cette partie de la Seconde Guerre mondiale. C'est catégorique, hein. Jamais aucune charge de cavalerie n'a été lancée de façon délibérée contre des chars. Oui, parce que c'est con. Oui, parce que les Polonais, ils sont pas plus cons que les autres, quoi. Ouais. Puis ils ont fait partie de la Première Guerre mondiale, ils ont vu ce que ça faisait, quoi. Exactement. Donc, en résumé, cette image du Polonais qui charge les tanks allemands, c'est pas complètement faux, mais il y a quand même beaucoup de trucs derrière, donc méfiez-vous des images d'Épinal qui vous restent en tête. Notamment sur les charges de cavalerie. Exactement. Eh bien, on aura appris plein de choses. On a appris plein de choses, et pour continuer à apprendre des choses, je vous conseille de nous attendre, on revient très vite. Et en attendant, n'hésitez pas à écouter les autres podcasts du label Podcut, d'écouter d'autres podcasts, de prendre des informations, d'écouter autre chose que la Coupe du Monde. Et de nous donner des étoiles. De nous donner points, des étoiles. Si vous voulez participer au Patreon pour encourager le label, vous êtes les bienvenus. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.